Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à ce webinaire, à ce premier de l'année. Si la musique pouvait juste se couper, ça serait pas mal. Bonjour à ce premier webinaire sur la conformité de cette année. Vous êtes quasiment 200 inscrits sur ce thème. On va aborder pendant à peu près 60 minutes ce thème sur les personnes physiques, sur la partie conformité. Juste, vous le savez, je pose toujours la question à plusieurs personnes. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Normalement, c'est bon. Oui, ok, c'est parfait. Je sais pas qui me met des petits pouces en l'air là. Très bien, merci beaucoup, merci bien. Super, merci beaucoup. Donc, vous êtes 63 déjà présents là. On va attendre une petite minute encore. Et puis, on va commencer ce webinaire. Je vous laisse encore une petite minute. Alors, très bien, ce que je vous propose, eh bien, voilà, bienvenue à tous ceux qui reviennent de se connecter. Ce que je vous propose, c'est que nous puissions commencer, puisque je vous le disais il y a quelques minutes, c'était le premier webinaire sur la partie conformité. On commence sur un thème qui est toujours d'une importance cruciale, ces fameuses personnes physiques, notamment les bénéficiaires effectifs, qui, on l'a vu dans le nombre d'inscrits, je le disais, plus de quasiment 200 personnes se sont inscrites sur ce webinaire. Une part également de nouveaux participants à nos événements Altares. Donc, merci à tous les nouveaux venus, mais merci également à tous les anciens, entre guillemets, qui sont assez fidèles. Un thème important, je le disais, puisque avec les différents mouvements internationaux, pour pas dire crise internationale, mais d'autres aussi qui sont un peu moins médiatisés, eh bien, il y a aujourd'hui une multiplication des actes de fraude post-Covid, recherche, onboarding de fournisseurs de manière un peu qui doit être rapide. Et on voit que l'identification des personnes physiques, et notamment les bénéficiaires effectifs, soyons clairs, revêt toujours, j'allais dire encore, mais toujours d'une importance capitale, et à la fois pour évidemment le secteur banque et assurantiel, à la fois pour les entreprises corporate, et également pour le secteur public. On a aujourd'hui de tout en magasin, si je puis me permettre, chez Altares, sur la fourniture de listes de BE, que ce soit sous différents formats, on va en parler. Alors, on va regarder justement au cours de cette session, je vais tenter de vous guider à travers plusieurs sources d'informations disponibles sur les bénéficiaires effectifs précisément. On va mettre l'accent en particulier sur cette cible qui, là, aujourd'hui, est un peu d'actualité. On parlera des RNBE avec notamment Julien. Je présenterai les deux intervenants juste après. Et on mettra également en phase l'étape du screening, car c'est bien de collecter les personnes physiques, évidemment les personnes morales, mais il y a quelques petites astuces, quelques petits conseils pratiques sur comment affiner le screening des personnes physiques pour pas forcément être submergé de faux positifs. Étape des faux positifs qui, je le rappelle, est aujourd'hui réglementaire. On a beaucoup de questions là-dessus aussi de certains clients qui me demandent s'il faut vraiment gérer les faux positifs. Alors, je ne vais pas forcément parler de cette étape-là. On a pas mal de littérature là-dessus chez Altares. Mais oui, il faut gérer les faux positifs. Ça prend du temps. Et il y a plusieurs solutions, plusieurs paramétrages, justement, des personnes physiques pour essayer de limiter cela, et évidemment conforme aux régulateurs. Alors, sur ce webinaire, on a vraiment l'honneur d'accueillir Raphaël Grand-Gérard, qui est responsable conformité du groupe assurance Covea, donc les marques GMF, MAF, MMA. Il va nous partager ses défis, sa stratégie, les bonnes pratiques en matière de conformité. Alors, je le précise,
Raphaël n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Il nous a prévenu il y a à peu près un mois qu'il serait pris le 25 janvier. Alors, on a enregistré sa prise de parole. Vous allez voir, c'est passionnant. Vous allez voir comment ils opèrent tout ça dans le groupe Covea. Et puis, Julien Briot-Hadar. Bonjour, Julien. Alors, Julien, vous le connaissez certainement. Julien qui a un petit souci de caméra ce matin, mais plutôt connu, un auteur qui est renommé sur plusieurs ouvrages et articles sur la conformité. Il y en a un qui m'a passionné, c'est de la conformité à la compliance 2.0 qui était en septembre. Alors, il nous fera part de son regard sur les obstacles rencontrés au niveau européen, sur justement la collecte des personnes physiques et des bénéfices affectifs. Et puis, récemment, il a publié un article que là aussi je trouvais extrêmement intéressant et qui s'inscrit dans une certaine prospective dans Actu IA, donc sur l'intelligence artificielle. Et il nous fera également le plaisir de partager son regard là-dessus. Donc, une prise de hauteur, si j'ose dire, avec Julien sur ces thèmes qui sont intéressants. Et ensuite, on regardera, je partagerai quelques bonnes pratiques sur la partie bénéficiaire effective. Alors, pour ceux qui sont habitués à nos webinaires, vous le savez, pour les nouveaux, donc le webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay, vous recevrez également le PDF de cette présentation. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Alors, je vois qu'il y en a certaines déjà. Je vais voir s'il n'y avait pas trop de soucis. Non, c'est simplement des petits bonjours amicaux, c'est sympa. Donc, vous posez vos questions dans le chat. On regarde si on peut y répondre en direct avec donc Julien, puisque vous avez compris, Raphaël est plutôt est pas là aujourd'hui. Néanmoins, lorsqu'on ne peut pas répondre en direct, on transmet les questions et vos contacts à nos intervenants qui peuvent y répondre parfois un peu plus précisément a posteriori. Voilà. Alors, Julien, regardons si ta caméra fonctionne. On va faire un dernier essai, mais sinon, on va pouvoir commencer. Non, apparemment, ça ne fonctionne pas. Voilà. Vous êtes à peu près 80 de présents. Juste une information que je vous donne juste avant de laisser la parole à Julien. Sur l'ensemble des webinaires de 2023, c'est plus de 5000 personnes qui étaient présentes et avec un taux de visionnage, que ce soit en direct ou en replay, de quasiment 80%. Donc, merci. On va continuer en 2023. Vous allez voir, le planning est assez chargé en 2024 sur les webinaires et notamment sur la conformité avec à chaque fois un témoignage client. Et aujourd'hui, ça sera Covea. Julien, je te laisse la parole. Plusieurs sujets. Une vingtaine de minutes, Julien, s'il te plaît, parce que le temps est compté. Mais sur ces fameux enjeux de la partie statut des entreprises dans la due diligence, avec un focus sur ton regard aujourd'hui sur la partie BE, et puis on fera un focus après sur l'IA, et je passerai les slides sous ton indication. D'accord. On t'entend parfaitement, c'est nickel. On m'entend parfaitement, d'accord. Ouais, parfait. Donc tout d'abord, vous avez dû voir que dans les propositions d'amendement de la MLR, aujourd'hui, les députés pensaient réduire le seuil qui est de 25%, comme vous le savez, à 15%, voire à 5% dans l'industrie extractive, comme les grands groupes pétroliers français, ou pour une entreprise qui est exposée à un risque plus élevé de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, notamment s'il se trouve dans certains pays et territoires à haut risque. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'au final, il ne faut pas qu'on raisonne sur une question de pourcentage de détention de part ou de droit de vote. Il est vrai, vous pourriez me dire, que le seuil initial de 25% avait été proposé, plutôt identifié, à titre indicatif par le GAFI, le groupe d'action financière. Mais il faut plutôt réfléchir, selon moi, par une approche par les seuils. Je m'explique. Vous voyez, par exemple, que certains pays, centres financiers extraterritoriaux, comme les dépendances de la couronne britannique, mettent un seuil à 10%. Est-ce que cela veut dire que ce sont des pays transparents? Bien évidemment, non. Et là, je peux vous renvoyer à Oxfam ou encore à Tax Justice Network.
je pense, ipso facto, que l'approche doit être bien plus pragmatique. Si vous vous rappelez donc l'article R561-1 du Code monétaire et financier, on vous demande donc de définir les bénéficiaires effectifs. Le cadre normatif entend par bénéficiaire effectif là où les personnes physiques qui soit détiennent directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société. Et c'est cette dernière partie de la phrase qui m'intéresse. Ça veut dire, selon moi, que nous devons cibler donc nos clients, personnes physiques, personnes morales, les personnes morales selon leur forme juridique, selon leur zone d'immatriculation ou leur zone de résidence pour les personnes physiques, ou encore certains secteurs d'activité. Bien évidemment, une société civile immobilière immatriculée en France, qui est certes à risque élevé pour la Direction générale des finances publiques, mais ne sera pas sur le même niveau de risque qu'un trust au BVI, au niveau de sa transparence, sur notre cartographie des risques. Et c'est là que je pense qu'il faut raisonner vraiment, être bien plus pragmatique que réfléchir en termes de seuil. Là, c'est vrai que si vous êtes dans un acteur, dans un établissement qui a énormément de clients qui se trouvent au BVI, ça va être compliqué, mais vous pouvez avoir accès aujourd'hui à l'intelligence artificielle, sujet sur lequel je reviendrai par la suite. On peut... Ah, c'est bon. Merci, Laurent. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, peut nous être utile sur 3 sujets de la compliance. La lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions embargo, puis j'aborderai la lutte contre le financement du terrorisme. C'est vrai, vous pourrez me dire, la lutte contre le financement du terrorisme est plus compliquée que les 2 autres sujets. Sur cela, je reviendrai par là-dessus. Eu égard donc à la lutte contre le blanchiment d'argent, ce que l'on s'aperçoit, c'est que aujourd'hui, les assujettis donc à la réglementation LCBFT, donc mentionnée à l'article L561-2 du Code monétaire et financier, s'appuient sur des systèmes qui sont peu conviviaux, qui génèrent fréquemment des falses positives. Selon PricewaterhouseCoopers, on est sur 99% de falses positifs. Et aussi, ils laissent passer des falses négatives. C'est encore plus embêtant, ça. Et là, ce qu'on remarque, c'est que ces logiciels n'apprennent pas et sont très coûteux à déployer et à entretenir. La plupart de ces systèmes reposent sur des modèles avec une structure qui manque de logique économique transparente. Et cela conduit à une validation de modèles poussifs qui reposent souvent sur des décisions qui sont ad hoc. Heureusement, je dirais, depuis 2015, on voit l'apparition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut être utile pour 3 sujets, je pense. Après, vous pourrez en avoir d'autres. Mais en tout cas, pour moi, il y a 3 sujets. Tout d'abord, ça permet de prioriser le traitement d'alertes et de se concentrer sur des réelles alertes. Je vous prends un cas qui était assez célèbre au Luxembourg. Au Luxembourg, bon, c'est un pays qui est assez riche. Et du coup, les gens achètent souvent des Bentley. Le problème, c'est que Bentley était le surnom d'un membre de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, je ne sais plus lequel. Et du coup, les analyses donc traitaient des alertes, donc tombaient sur 20 alertes chaque jour qui étaient des fausses positives. Au bout d'un moment, si un KYC analyste traite 200 alertes par jour, au final, il n'en a que 2 qui sont intéressantes, il y a un risque opérationnel qui est extrêmement fort. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. La deuxième direction, c'est que ça nous permet, l'intelligence artificielle, de nous concentrer sur des réelles alertes, mais aussi sur des alertes qui seront plus productrices de déclarations de soupçons. Grâce à l'intelligence artificielle, nous allons avoir des white guys créés directement et en plus des scénarios sophistiqués qui seront analysés et donc renvoyés au KYC analyste. Et donc, on voit, grâce à l'intelligence artificielle,
qu'on passe de taux de conversion d'alerte en déclaration de soupçon de 3% à 10%. C'est quand même relativement intéressant. Et sur le taux de réduction des false positives, on passe de 99% à 30% en général. Donc c'est quand même bien pour les KYC analystes et leur travail. Et la troisième direction, bien sûr, c'est mon point de vue, c'est de trouver des nouveaux scénarios aujourd'hui qui jusque-là n'étaient pas justement formalisés par des experts et n'auraient pas été détectés par l'esprit humain. Les techniques statiques aujourd'hui permettent d'appréhender et de combiner des centaines de paramètres, alors que l'esprit humain en maîtrise quelques dizaines. Là, je pense que vous voyez son avantage. Le deuxième sujet sur lequel je vous ai dit que j'aborderai, c'est les sanctions et les embargos. Comme vous le savez, avant toute entrée en relation d'affaires et au cours de la relation d'affaires, au cours d'un recrutement, l'établissement financier est tenu de vérifier régulièrement l'absence de ses candidats, de ses clients sur les listes de personnes soumises à sanction. Et les contrôles sur les listes officielles de personnes faisant l'objet de gel des avoirs ou de sanctions financières sont des exigences réglementaires qui doivent prendre en compte à minima les listes les plus connues, comme celle de l'OFAC, même si vous pourriez m'aborder la loi de blocage au niveau européen, ou encore celle de l'Union européenne. Les contrôles sur ces listes officielles, donc, portent sur les clients, comme je vous ai dit, les bénéficiaires effectifs, les bénéficiaires, les donneurs d'ordre des opérations financières et les salariés en cours de recrutement. En cas de contrôle positif, le collaborateur est tenu d'avertir, donc, dans les plus brefs délais, le correspondant TRACFIN de votre établissement, qui va par la suite déclarer à la DGT, à la Direction Générale du Trésor. Donc là, justement, ce sont des tâches qui sont particulièrement chronophages. Du coup, l'intelligence artificielle pourra vraiment nous renvoyer les cas qu'il faut directement déclarer à la DGT. Ça, il y aura pas de souci, comme pour le cas de la LCBFT, de la LCB plutôt. Pour finir, au niveau de la lutte contre le financement du terrorisme, sur ce sujet, Emmanuel Macron avait réussi à pointer le problème qui était no money, no terror. Donc pas d'argent sans. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de terrorisme. Sur ça, je suis plutôt d'accord avec lui. Le problème qui se pose pour tout établissement financier est de deux ordres. On a tout d'abord le faible nombre de cas avérés. Fort heureusement, on peut dire que ces situations relèvent de l'extrême rareté et l'analyse donc statique devient en général caduque pour la grande majorité des établissements, faute de bases d'expérimentation suffisamment larges. Ce qu'on voit, c'est que dans le jeu d'entraînement, on aurait besoin d'une centaine de milliers de données, voire de plusieurs millions. Malheureusement, là, pour l'intelligence artificielle, on ne sera pas sur ce cas. Bon, c'est heureusement pour la France, mais malheureux pour justement l'outil d'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est que la nature du phénomène rend son appréhension donc complexe. Détecter en fait au travers de ces opérations bancaires ou financières un potentiel terroriste nous fait tomber forcément dans la théorie des signaux faibles. Et en fait, un enchaînement de signaux faibles va nous permettre d'avoir un signal fort. Donc, c'est ça les deux éléments qui rendent le travail compliqué. À ce jour, donc, qu'est-ce que font les banques, vous pourrez me dire? La plupart des banques donc, travaillent sur quelques éléments considérés comme évidents ou symptomatiques. Vous avez probablement vu que la CPR nous avait justement donné quelques informations. Elle pensait à l'achat dans des librairies islamiques, à des achats dans une armerie. Voilà quelques exemples.
Et donc, une fois répertoriés ces éléments, une analyse combinatoire permet alors de rassembler un ensemble d'opérations et de clients potentiellement risqués. Et là, leurs cas sont analysés par les équipes spécialisées sur le sujet. Et après étude, leur cas peut être transmise aux autorités à Tracfin sous forme de déclaration de soupçon. Mais là encore, on peut dire que ça pose problème. Et du coup, l'intelligence artificielle, grâce à un ensemble d'équipes réunies, experts métiers, data scientists, data analysts, va pouvoir nous permettre d'avoir des résultats bien plus intéressants. En fait, les banques qui disposent du coup d'une large clientèle ont un avantage sur les autres par l'importance des bases d'études, bien évidemment. Et une fois ségrégées, donc les deux populations, terroristes avérés, clients sains, les capacités de traitement de données fournies par l'intelligence artificielle vont rendre possible à l'identification des événements de futurs terroristes. Là, pour l'instant, on n'a pas forcément vraiment des chiffres concrets sur l'utilité d'un point de vue financier de l'intelligence artificielle sur le financement du terrorisme, mais je pense que bientôt, on en aura. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne va pas vers la fin des métiers de la compliance. On va justement vers un enrichissement du métier, vers une intellectualisation, si on peut dire, du métier, avec des métiers qui seront bien plus techniques, c'est vrai, mais bien plus intéressants. Et du coup, je pense personnellement que le compliance officer va être multitask, en quelque sorte, et qui va avoir des compétences aussi bien juridiques, financières, que informatique, plutôt intelligence artificielle. C'est là où justement il y aura une véritable avancée. Et des métiers, des tâches qui nous paraissent assez chronophages vont disparaître. On prend l'intelligence artificielle, l'IPA, donc c'est de la RPA, donc avec de l'intelligence artificielle, elle nous permettra de ne plus faire les cartographies des risques directement, de la mettre à jour automatiquement. Et ça, pour moi, c'est un avantage. Je répondrai à vos questions si besoin. Merci pour votre merci beaucoup. Merci Julien. Un thème de prospective, bien sûr, que tu nous as abordé. On le voit en termes de demande de la part du marché, par certains types de clients aujourd'hui, d'intégrer des moteurs IA dans les solutions de due diligence. Plutôt, tu as raison, le secteur bancaire. Ce sont des thèmes sur lesquels, évidemment, Altares travaille et on est plutôt en confiance puisque un chiffre que je vous partage souvent, mais en 2023, nos solutions de conformité ont à peu près opéré quasiment 4 millions de due diligence et on a assez de statistiques aujourd'hui pour pouvoir commencer à projeter des scénarios, même si, il faut quand même le regarder, les criminels sont aussi malheureusement au fait des règlements et des pratiques et tentent parfois d'être en dessous les radars ou passer à travers les mailles du filet. Je pense notamment à ce fameux, tu l'évoquais avec l'AMLR, le taux de 25%. On a quand même un certain nombre de clients pour lesquels il y a des activités très tendues, très à risque, qui, au niveau du pourcentage, n'hésitent pas à mettre, par exemple, 15% de taux de détention par les BE. Alors justement, merci beaucoup Julien. Peut-être qu'on aura des questions te concernant dans le chat. Ce que je voulais aborder avec vous, c'est alors donc on va partir maintenant de choses un peu plus opérationnelles, un peu plus dans votre quotidien. C'est comment le screening des personnes physiques optimise les bonnes due diligence. Bon, déjà au niveau des personnes physiques, soyons clairs, il n'y a pas que les BE qui sont aujourd'hui analysées. D'abord, toutes les entreprises n'ont pas complété les différents RNBE, même s'il y a d'autres sources, on va les voir. Il y a évidemment les dirigeants, on va en parler. Quand on parle des dirigeants, que normalement tout bon opérateur de data collecte, on distingue toujours deux parties, les dirigeants principaux, j'en ai noté deux qui sont essentiels, les dirigeants et les directeurs financiers. Et puis d'autres dirigeants, peut-être un peu moins à mettre en vigilance sur la partie conformité,
un directeur du marketing, un directeur opérationnel. Quoique directeur marketing, on peut avoir des actes de corruption, etc., tout ce qui est invitation, etc. Bon, bref. Les personnes ayant un mandat ou des jetons dans les conseils d'administration, donc là aussi, est-ce que on les prend pas, comment on les analyse? Et puis les fameux BE, faisons simple, le taux de détention 25%, est-ce qu'on respecte ce que demandent les régulateurs? Là, je parle de la France, évidemment. Ou est-ce qu'on est un peu plus royaliste que le roi? Est-ce qu'on descend un peu dans la partie taux de détention? En fin de compte, maintenant, ça fait plus de 5 ans, 6 ans qu'avec Altares, on anime ce thème de la conformité. On a évidemment maintenant pas mal de clients, pas mal de cas clients. Et en fin de compte, ce qu'on remarque, c'est que ces choix-là sont faits en fonction de la capacité de traiter les alertes et les faux positifs. Donc, on va voir ça tout à l'heure avec Covea notamment. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur les BE, vous le savez, juste le dernier petit point, j'ai vraiment voulu le mentionner. Il y a quand même un grand nombre d'entreprises qui, notamment PME, voilà, dans cette zone-là, qui ne précisent, qui n'ont pas rempli le RNBE. Alors, le dernier taux que l'on a chez Altares en France, il est de 65%. Donc, 65% d'entreprises ont complété le RNBE. On y accède par différentes sources au RNBE. Chez Altares, on a évidemment l'ensemble des entreprises actives commerciales en France, on voit qu'il y a un gap, 65%. Et sur ces 65%, j'ai un chiffre de 20-25% qui ont mis à jour. Bon, ça ne change pas tout le temps, les BE, mais voilà quelques informations. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une partie des entités morales pour lesquelles il n'y a pas de BE mentionné dans les registres. Et c'est pour ça qu'il est bon usage de regarder le représentant légal. D'où mon précédent slide. Est-ce que je me concentre uniquement sur les BE et je fais ce que me demande le régulateur, ou est-ce que j'élargis un peu plus sur les dirigeants? Voilà, ça c'est un choix aussi, j'allais dire même philosophique de chacun d'entre vous, des compliance officers. Est-ce que je vais plus précisément ou est-ce que je me concentre uniquement sur ce qui est demandé? À vous de voir. En tout cas, ça on l'a prévu. Ensuite, cette profondeur, elle est surtout liée à la manière dont vous allez opérer vos due diligence, que ce soit dans les applications SaaS comme InDudy, tout le monde connaît, que ce soit en mode fichier, c'est-à-dire vous livrez un fichier Excel, si j'ose dire, CSV, etc., avec les BE, les taux de détention, etc., et des liens vers les documents officiels. Oui, est-ce que c'est en API, par exemple, donc intégré dans une solution de third party product management, il y en a pas mal aujourd'hui qui sont vraiment très bien sur le marché. Est-ce que c'est connecté dans un CRM, un SRM du type Salesforce, Dynamics, Coupa, Evalua, tous ces gens-là avec des connecteurs Altares en l'occurrence, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait directement avec votre éditeur? Voilà, bon bref, tout ça en fin de compte, derrière il y a qui fait quoi, qui lance les due deals. Lorsque c'est clean, que c'est vert, les lignes métiers, est-ce qu'elles agissent ou pas? Quand c'est orange ou rouge, est-ce que ça remonte à un compliance officer? Qui gère les faux positifs? Est-ce que vous avez deux personnes qui font les faux positifs? J'ouvre une parenthèse. La sous-traitance de la gestion des faux positifs est totalement faisable. J'avais posé souvent la question à la FA il y a 2-3 ans, c'était un peu avant le Covid, et à un moment donné, il me disait non, les faux positifs, ça doit être impérativement traité par le client, par l'assujetti. Et ils vont peut-être changer un peu leur fusil d'épaule, mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont totalement faisables. On a cette capacité, bien sûr, chez Altares de le faire. Mais en fin de compte, le point qui est toujours un peu blessant pour revenir au thème des personnes physiques, c'est bien de les collecter, c'est bien d'avoir un paramétrage assez fin, et on va le voir, c'est bien de regarder comment on accède aux données identitaires, au screening. On voit l'écran, là on voit plusieurs solutions, mais surtout qui fait quoi, est-ce qu'on est capable de les gérer, Et Julien mentionnait l'intelligence artificielle qui a velléité à, je veux dire, adoucir, arrondir pas mal de choses sur les due diligence. Voilà, merci Julien. Et en fin de compte, c'est surtout cette partie-là qu'il faut voir. Je finis là-dessus. Nous, on a des clients qui ont commencé avec une application SaaS, InDudy,
un compliance officer pour 4 000, 5 000, 6 000 tiers. À peu près 10% aujourd'hui ont des faux positifs. Et ensuite, on voit glisser. Vous ne voyez plus mon écran. Je te demande peut-être, Julien, de pas trop. Voilà, je vais repartager mon écran. Il y a apparemment un petit souci. Voilà, hop. Voilà, avec le son, ça sera mieux. Voilà. Je ne sais pas si ça revient. Voilà, ça revient. Et donc, en fonction des équipes, on voit glisser tout doucement d'une solution SaaS à une solution intégrée pour justement permettre de traiter l'ensemble de ces alertes. Voilà. Alors, les sources des BE, là aussi, c'est une information qu'on partage souvent. Il y a bien sûr le RNBE de l'INPI. Il n'y a pas que ça, en fin de compte. Évidemment que chez Altares, on ne se contente pas d'une seule information. Il y a les JAL, les CHAL, évidemment, les documents d'infogreffe, évidemment le réseau de Dun Bradstreet pour l'ensemble des BE mondiaux. Un chiffre qui va bientôt être communiqué pour chacun, c'est quasiment 335 millions de BE chez Altares. Donc, on a fortement augmenté le volume de BE. Alors, je vois que, voilà, normalement, c'est bon. Vous avez bien récupéré la vidéo, là, le son, enfin l'écran. Dites-moi si c'est bon, parce qu'il y avait une petite coupure apparemment. Oui, c'est bon, merci Caroline. Je vois qu'il y a des questions, je vais juste les prendre après. Donc, plusieurs sources de données et on voit que les problématiques de nos clients, c'est les BE surtout à l'international. Bon, la France, je vous le disais, 65% complété, il y a d'autres sources, le JAL, le greffe, etc. Mais dès que vous êtes sur des tiers qui ont des liens capitalistiques à l'extérieur de la France, là, c'est un point un peu bloquant. La dilution des actionnaires, voilà, tous ceux qui sont en dessous de 25%, je prends pas, jusqu'où je descends. Il y a des bonnes pratiques là-dessus. Et puis, il y a des informations parfois contradictoires. C'est aussi très intéressant d'avoir les sources des registres nationaux et puis, en parallèle, les sources qui sont altarésiennes et de comparer. Je crois qu'il y a une obligation de déclarer quand il y a un écart, un truc comme ça. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je veux vraiment que vous écoutiez ce que propose Raphaël Grand-Gérard. Mais voilà, on a vu la partie IA prospective avec Julien. Plusieurs clés aujourd'hui. Je vais juste vous montrer quelque chose. Ça, je ne vais pas forcément vous le partager. Juste, parce que ça me fait plaisir, mais je vous montre juste rapidement dans cette solution, il y a un aspect de paramétrage si ça fonctionne, de la solution, c'est que les personnes physiques, cet écran, moi, je l'aime beaucoup parce que franchement, il permet de pouvoir ajuster finement comment va être traitée la personne physique. Bon, le seuil de détention, évidemment, vous voyez, vous allez le mettre à 25%, ne faisons pas soyons pas plus royalistes. Ce qu'évoquait tout à l'heure Julien avec le terme de Bentley, donc le rapprochement des mots par rapport aux surnoms, etc. Là, vous avez cette capacité à descendre, à être un peu plus précis ou pas. Est-ce que au niveau des dirigeants, je prends que les principaux, est-ce que je les prends tous? Une question intéressante, est-ce que je vais aller prendre également les filiales de mes tiers? Bon, ça c'est un point important. Et puis, vous voyez, sur les PEP et puis la presse négative, est-ce que vous vous bornez à prendre uniquement les PEP actifs? Alors, là, on est sur les personnes physiques. Sur les RCA également, est-ce que vous vous bornez à uniquement prendre les RCA actifs depuis une certaine période? Voilà, je ne dis pas que c'est la panacée, je ne dis pas que ça va diminuer fortement le traitement des faux positifs et optimiser au maximum la due diligence, mais en fin de compte, ce sont des réflexions que vous devez vous poser, qui nécessitent échange entre les lignes métiers, la conformité, peut-être le legal, etc. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que nos clients qui ont cette solution-là, lorsque les choix sont faits avec réflexion, eh bien, je le dis souvent, il faut une copie de cet écran-là, ils le mettent dans leur dossier conformité, avec à côté peut-être des textes explicatifs. Ça permet là aussi à un régulateur de comprendre ce qui a été fait, de comprendre la réflexion en amont, et puis d'avoir une certaine confiance, si j'ose dire, dans
l'opération. Hein. Voilà, je ne vais pas non plus aller là-dessus. Voilà, je vois, alors qu'il y a des questions. Ce que je vous propose, c'est que je vais laisser, on va laisser Raphaël donc parler, puisque cette vidéo, je le disais, avait été enregistrée. Et en même temps, je vais regarder les questions. Et j'espère que vous allez pouvoir bien entendre Raphaël. Dites-moi tout de suite dans le chat si ça vous pose un souci. Je laisse Raphaël et moi, donc, parce qu'on a enregistré ça il y a quelques temps, échanger sur ce thème. Bien, alors, maintenant, regardons précisément un cas client qui est évidemment très intéressant, puisque j'ai le plaisir d'inviter à cette prise de parole Raphaël Grangera, qui a déjà pris la parole sur différents événements Altares and Bracelet. Mais ce que nous avons voulu ici, c'est peut-être mettre un focus un peu plus précis sur comment le groupe Covea orchestre ses due diligence. Vous allez voir, c'est totalement passionnant. Je suis ravi de vous accueillir, Raphaël, avec d'abord quelques petites présentations sur le rôle de Covea, son positionnement, quelques marques de Covea, parce qu'on connaît plutôt les marques et peut-être pas trop Covea. Votre rôle, Raphaël, en tant que responsable conformité, en gros, comment il s'articule. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet avec le fameux projet d'intégration des due diligence, les enjeux, les principales étapes. On regardera une démonstration de comment vous allez intégrer tout cela dans votre outil de SRM, et puis on finira avec quelques petites précisions sur la gestion, notamment des personnes physiques. Raphaël, merci encore de votre présence, merci de nous accompagner, et je vous invite à peut-être d'abord vous présenter Covea dans le sens que vous voulez. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Il y a des petits soucis de son. Je regarde. Il y a toujours de l'écho. Ah oui, ok. Ok, apparemment vous avez de l'écho. Je vais essayer de régler ça pendant que la vidéo se déroule. Bien. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais d'abord vous présenter le groupe Covea qui, peut-être pour certains, ne dit rien. Il faut savoir que le groupe Covea compte à peu près 24 000 collaborateurs et 21 000 en France. Le groupe Covea représente les marques représentées sous les formes de multimarques MAF, NEMA et GMF. Ce qui fait que nous sommes le leader français de l'assurance de biens et responsabilité automobile, habilitation, MRH et protection juridique. En termes de clients, nous avons à peu près 12 millions de clients et sociétaires, et on assure à peu près 11 millions de véhicules, pour vous donner des chiffres, et 8 millions d'habitations en France. On a également, il ne faut pas oublier, une partie réassureur, où nous sommes là le 10e réassureur mondial. Et nous avons également, pour les derniers chiffres, 3 millions de bénéficiaires en santé. Si je précise tous ces chiffres, c'est tout simplement pour vous dire à quel point, via tous ces clients et sociétaires, nous avons énormément de tiers qui ont des relations avec nous pour pouvoir proposer nos différents services. En ce qui me concerne, donc, je suis responsable de conformité au sein du groupe Covea. Je suis au sein du politique des affaires, donc de la direction de conformité du groupe Covea, et je suis en charge de l'évaluation de l'intégrité du groupe en prenant en compte toutes les différentes réglementations en lien avec l'éthique des affaires, donc la lutte anticorruption, conflit d'intérêts également, mais également on prend en compte le devoir de vigilance, les éventuelles sanctions internationales. Et toutes ces réglementations, dans le cadre de notre évaluation, nous avons décidé d'évaluer nos fournisseurs en les catégorisant au travers de plusieurs typologies. Donc, nous avons d'un côté les fournisseurs, nous avons également les bénéficiaires de dons, les distributeurs et également les opérations dans le cadre des opérations de fusion-acquisition, toutes les contreparties qui peuvent être impactées. Donc, nous procédons à des évaluations sur ces différentes catégories. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant la présentation du groupe et de mes fonctions.
Merci bien, merci Raphaël. Alors rentrons dans le projet. D'abord, quel était l'objectif du projet initial? J'ai assisté à une démonstration dans vos locaux il y a quelques temps, c'était passionnant. Est-ce que vous pouvez nous partager l'ambition de ce projet? Alors, il faut savoir que ce projet a un peu plus de 2 ans et ça peut paraître assez long, on va dire, peut-être pour certaines sociétés, mais nous avons mis en place ce projet d'évaluation parce on a décidé dès le départ de faire de l'exigence réglementaire, on va dire, un levier d'amélioration de la performance opérationnelle du pilotage routier au sein du groupe Covea. Et pour ce faire, on avait besoin donc d'un dispositif de qualification et d'évaluation des tiers assez fiable. Donc, on a mis en place un projet qui date de plus de 2 ans et demi à peu près, et on va dire, il a abouti maintenant, quoi. On a encore quelques évolutions qui sont en cours. Et l'aboutissement de ce projet s'est traduit par la création au sein de notre CRM, de notre base de données achat plutôt, d'un risk center. C'est une sorte on va dire, de cockpit, de pilotage du risque que peuvent représenter nos fournisseurs. Et ça nous permet d'avoir une vision 360 des risques que peut représenter ce fournisseur. Juste pour voir avec une petite sorte de chiffre, il faut savoir qu'au sein de Covea, nous avons 18 000 fournisseurs. Et lors du lancement du projet, nous sommes dit évaluer 18 000 fournisseurs, il n'est pas peut-être pertinent de tous les évaluer. Donc on a décidé de raisonner en prenant en compte tout simplement en étant efficace. Et nous avons décidé de segmenter nos fournisseurs en groupes de risque homogènes. Voilà. Pour faire cette segmentation, on a utilisé une notation en prenant en compte différents critères. Donc, je vous présenterai tout à l'heure ces critères-là, à travers un schéma. Et puis, ces critères aboutissent à une notation, et cette notation nous permet après d'avoir des tiers fournisseurs, hein. Je vais parler plutôt de cette partie-là, des tiers fournisseurs, classés en trois grandes catégories de risques, qui sont des fournisseurs à risque faible, des fournisseurs à risque moyen et des fournisseurs à risque fort. Et en fonction de la catégorie auquel appartient le fournisseur, nous procédons à une méthode d'évaluation qui peut différer. Donc, D'accord. Tout simplement la distinction en fonction de ce risque. Pour les fournisseurs faibles, nous avons décidé de ne pas procéder à une évaluation, sauf si, bien évidemment, nous apprenons via différents canaux que sur ce fournisseur-là, il y a une presse négative. Donc là, on procède à l'évaluation, mais dans le cadre de notre notation, si ce fournisseur est faible, on ne procède pas à l'évaluation. Et pour les fournisseurs moyens et forts, nous procédons à une évaluation en utilisant la solution Indudi. Donc, on effectue un screening, et pour les fournisseurs forts, en plus du screening, on procède à une évaluation via un questionnaire qui est directement envoyé à ce fournisseur. On va regarder tout ça tout à l'heure dans un schéma. Donc, à peu près un projet sur 2 ans. Est-ce qu'il y a des jalons importants sur ces 2 années entre les choix des partenaires comme Alternative Dun & Bradstreet, les choix technologiques que vous avez faits? Quelles ont été les principales étapes sur ces 2 années? Alors, les principales étapes, je dirais que c'était, dans un premier temps, faire comprendre à toutes nos directions, faire comprendre à toutes les directions qui sont concernées par qui ont des relations avec des fournisseurs, l'importance de l'évaluation. Donc, nous avons travaillé avec toutes les directions concernées, principalement donc les directions achats et directions juridiques également. Et nous avons, dans un premier temps, un des travaux les plus fastidieux, je dirais, c'était d'arriver à un algorithme qui nous permet de bien catégoriser nos tiers fournisseurs. Donc là, ça nous a pris quelque temps.
Après, il a fallu mettre en place on va dire une procédure pour chaque typologie de tiers fournisseurs. Quelle évaluation nous allons mettre en place. Donc ça a également mis un peu de temps. Et après, dès qu'on a pu lancer les premières évaluations, on a utilisé les retours des directions métiers, mais également les retours éventuellement des fournisseurs qui avaient été auprès de qui on avait envoyé les questionnaires. On a fait un retour d'expérience pour voir quelles étaient les modifications qu'on pouvait effectuer, aussi bien au travers des questions qu'on pose dans nos questionnaires, mais également de la manière dont on peut interagir avec nos directions métiers. Donc tout ça s'est mis en place, on va dire, progressivement. Donc si je comprends bien, il y a 3 étapes majeures, hein. D'abord, un premier filtre de niveau 1 pour les risques faibles, risque moyen et risque fort. Là, vous utilisez notre solution, on va regarder ceci. Et in fine, la partie questionnaire. Et tout ça arrive. C'est ça. Oui, de notes, ok. Bien. On regardera les personnes physiques juste après. Ce que je vous propose, Raphaël, peut-être commenter ce schéma. Donc là, si je comprends bien, c'est tout l'algorithme, le schéma d'onboarding de fournisseurs, évaluation des fournisseurs dans le groupe Covéa. Est-ce que vous pouvez nous le commenter et justement peut-être en mettant en exergue ces 3 grandes étapes? Voilà. Alors, comme faut savoir qu'il y a nous sommes arrivés, on va dire, au travers de tout notre projet, à mettre en place une partie du processus d'évaluation de manière automatique et une autre de manière manuelle. Ça, bien évidemment, on est obligé de faire cette partie manuelle, notamment à travers des vérifications, quand j'aborderai plus tard la gestion des faux positifs. Donc, dans un premier temps, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était vraiment la catégorisation de nos tiers fournisseurs. Et c'est ce que j'ai appelé, donc c'est ce qu'on a appelé l'étape préalable. On fait une qualification de nos fournisseurs et dans le même temps qu'on procède à cette qualification, on procède également à une évaluation, alors c'est pas nous, c'est plutôt la direction achat qui effectue une évaluation de ce fournisseur au travers de risques qui sont en lien avec la dépendance économique, avec donc la santé financière également de ce fournisseur, et puis également nous avons une exigence réglementaire de collecter des documents légaux auprès de ce fournisseur. Et donc c'est cet ensemble de collecte de documents, d'études sur la santé financière de ce fournisseur se fait en même temps que la qualification de risque de ce fournisseur, et on arrive à une notation de ce fournisseur. Si ce fournisseur il est faible, c'est-à-dire ne présente pas de risque, au travers du calcul de ce risque, j'ai oublié de vous préciser que cette notation est établie en fonction d'un algorithme qui prend en compte plusieurs critères. Donc, une combinaison de ces critères-là, c'est des critères qui prennent en compte les risques de corruption. Les risques de corruption via Transparency International qu'on collecte par pays, mais également par zone géographique, secteur d'activité. On prend en compte également les fraudes externes que peuvent avoir ce fournisseur. Mais également le devoir de vigilance, et puis comme je vous disais tout à l'heure, le critère financier, le taux de dépendance économique, le chiffre d'affaires également, ça c'est un point que je n'ai pas précisé, que Covéa peut avoir avec ce fournisseur. Donc en fonction de l'ensemble de ces critères-là, on arrive à une notation, une qualification. Ce fournisseur, il peut être donc soit faible, soit moyen, soit fort. Donc, une fois qu'il est catégorisé en tant que faible, le fournisseur est directement proposé au métier, il ne présente pas de risque. Si ce fournisseur est qualifié de moyen ou de fort, il est directement intégré dans la base de données fournisseur qui est sur InUDI. Donc, une fois qu'il est intégré sur InUDI, nous lançons une gestion des faux positifs et un screening.
Et en fonction du résultat qu'on obtient sur ces fournisseurs moyens et forts, s'il n'y a pas d'alerte, décide donc de rendre une évaluation favorable. Par contre, si on s'aperçoit qu'il y a des alertes en presse négative, en sanction ou en PEP, on décide cette fois-ci, alors, soit d'arrêter de dire si le risque qu'on a, qu'on a trouvé est trop élevé, on peut décider simplement de rompre la relation d'affaires avec ce fournisseur ou ne pas faire appel à ce fournisseur, hein, puisque l'évaluation de nos fournisseurs s'est effectuée aussi bien à l'entrée en relation que en ce qui concerne tous nos stocks de fournisseurs. Donc, on peut décider de résilier la relation d'affaires avec ce fournisseur ou de ne pas faire affaire avec lui, tout simplement. Ou une solution un peu, on va dire, en milieu de gamme, c'est de lui envoyer un questionnaire à ce fournisseur si on décide qu'on peut creuser un peu les éventuelles questions qu'on se pose lorsqu'on des alertes ont été trouvées lors du screening. Donc, après, en ce qui concerne la partie des fournisseurs forts, cette population-là, bien évidemment, elle est screenée et on envoie également, et ça de manière automatique, un questionnaire à ce fournisseur. Je vous montrerai tout à l'heure différentes questions qu'on pose. Ce sont des questions qui sont en lien avec la lutte contre la corruption, mais également les sanctions internationales, ce qu'on appelle les risques pays, mais également le devoir de vigilance. Donc cette personne, ce fournisseur répond à ce questionnaire. Ce questionnaire est envoyé automatiquement. Dès qu'il répond à ce questionnaire, une note est calculée automatiquement. Et en fonction de la note obtenue, le questionnaire est soit validé automatiquement, donc dans ce cas-là, cela ne pose pas de problème, soit il est nécessaire que la direction de la conformité du service éthique des affaires, on évalue ce questionnaire. Donc, si on évalue ce questionnaire, alors il y a deux possibilités. Soit on se rend compte qu'au final, les alertes peuvent être levées. Dans ce cas-là, donc le fournisseur, l'alerte est levée et le fournisseur peut être proposé et on peut continuer la relation d'affaires avec lui. Soit l'alerte n'est pas levée et dans ce cas-là, on dispose donc d'une autre possibilité, c'est de faire des due diligence approfondies. Donc, on utilise des prestataires externes qui sont, on va dire, spécialisés dans des enquêtes spécifiques. Et en fonction donc, des résultats de cette enquête, soit on lève l'alerte, soit on la confirme. Et donc, si elle est confirmée, on arrête la relation d'affaires avec ce fournisseur. Voilà à peu près notre processus d'évaluation d'intégrité des tiers fournisseurs. Ça nous a pris, comme je dis, 2 ans, encore 2 ans et demi à peu près pour arriver à ça. Bien. Merci beaucoup, Raphaël. Ce que je vous propose, c'est que peut-être que vous partagiez votre écran, que vous montriez. Alors, je vais désactiver mon partage et je vous invite à partager votre écran. Alors, vous allez nous montrer votre solution, j'ose dire, de management de fournisseurs, SRM. Solution, vous nous préciserez si c'est un outil du marché ou c'est quelque chose que vous avez fait développer spécialement. Et puis, on va regarder peut-être une part de ce processus. Je vous laisse partager votre écran. Alors, hop. Normalement, ça devrait être bon. Donc, lorsque la qualification est effectuée, lorsque la qualification du tiers fournisseur est effectuée et que les éléments relatifs aux risques financiers, documents légaux et dépendances économiques sont effectués, on arrive donc sur un niveau de risque qui est calculé
Alors, normalement, vous devez voir ma souris si tout fonctionne bien. On doit voir un niveau de risque qui est calculé selon ces trois tuiles. On appelle ça donc des tuiles: le risque financier, documents légaux et dépendance économique. Et lorsque tous ces éléments sont pris en compte, il y a un calcul qui est automatiquement fait, qui est un niveau de risque global. Il faut savoir qu'on n'a que deux. Il y a trois risques: fort, moyen et faible. S'il est fort, bon, là, l'acheteur ne peut pas l'utiliser, il est bloqué pour l'acheteur. Et s'il est faible, il peut l'utiliser. Moyen encore, ça c'est simplement qu'il y a des actions en cours. Donc ça, c'est la partie qui est gérée par la DPSA. Donc ce n'est pas en lien avec ce n'est pas la direction de la conformité qui pilote cette évaluation. Nous, au sein de la direction de la conformité et du politique des affaires, on est concerné par ces deux tuiles, qui est le questionnaire de risque et le criblage. Donc là, je vous ai pris un fournisseur qui, lors de la qualification du risque que peut représenter ce fournisseur, donc toujours au travers des différents de l'algorithme qui prend en compte différents critères, que je vous expliquais tout à l'heure, qui est donc la zone géographique, les risques financiers et également le taux de dépendance économique et le devoir de vigilance et la fraude externe. Donc, ce fournisseur a été qualifié de fort et un questionnaire a été envoyé. Petite vigilance, hein, lorsqu'on présente ce tableau de bord, ce qui est indiqué ici comme fort est le risque que représente ce fournisseur en fonction du critère. Là, par exemple, niveau de risque financier, on a indiqué que ce fournisseur présentait un risque financier assez fort. Pour le questionnaire de risque, alors, un questionnaire a été envoyé et au travers du calcul automatique qui a été fait par notre algorithme, les réponses qui ont été apportées aux questions font que le risque est fort. Donc, je vais vous montrer comment est notre questionnaire. Donc, il prend en compte, comme je l'expliquais tout à l'heure, trois thématiques: la thématique lutte anticorruption, devoir de vigilance et risque pays. Nous avons au total, on va dire, 15 questions qui sont posées, 7 questions en lutte anticorruption, 5 en devoir de vigilance et 3 en risque pays. Ce questionnaire est envoyé, je le répète encore une fois, automatiquement aux prestataires. Donc, on peut se permettre de l'envoyer automatiquement parce que lorsque le prestataire répond à un appel d'offres ou est intégré à notre base de données achat, il crée un compte, évidemment, un compte fournisseur, et nous avons un contact auprès de qui nous pouvons envoyer ce type de questionnaire. Donc, le questionnaire est envoyé par mail automatiquement avec une description de pourquoi nous envoyons ce questionnaire. Et il est amené à répondre aux différentes questions qui sont posées. Et en fonction des différentes questions qui sont posées, un calcul est fait. Donc, les différentes questions que je vous expliquais tout à l'heure, il y en a 7. Je peux vous les passer si vous voulez. Hein, déjà, on s'intéresse à la taille de la société, bien évidemment, pour les questions relatives à la loi Sapin. On demande au fournisseur s'il a mis en œuvre un dispositif de prévention. On s'intéresse également à sa domiciliation bancaire, où il se situe. Est-ce qu'il y a des PPE qui ont été identifiés? Est-ce que, par exemple, également, quel est le taux de détention de manière directe ou indirecte de ses représentants? Est-ce qu'ils ont fait l'objet de condamnation, de sanctions? Élément important également, est-ce que la société a fait l'objet d'une transaction comme une CGIP? Et bien évidemment, on pose la dernière question relative aux situations de conflit d'intérêts éventuelles, en demandant si l'entrée en relation avec Covéa peut créer ce type de situation. Après, nous avons 5 questions sur le devoir de vigilance, où là, nous avons essayé de prendre en compte vraiment les questions les plus, on va dire, les plus importantes, qui sont les condamnations. Donc, condamnations pour des atteintes aux droits de l'homme, au travail de l'enfant,
mais également condamnation pour atteinte à la santé et sécurité sur le lieu de travail, et également des condamnations pour des préjudices écologiques. À travers ces questions, nous avons également décidé d'aborder assez rapidement, mais ça permet d'avoir une première idée sur le respect concernant le RGPD ou les mesures pour lutter contre les cyberattaques. C'est pour ça qu'on a posé 2 questions en ce sens-là. Et les 3 dernières questions concernent plus le risque concernant le risque sur les sanctions internationales. Est-ce que, par exemple, ces sociétés, ce fournisseur a des liens avec des activités en lien avec des pays, on va dire, à risque, comme la Corée du Nord, la Biélorussie ou la Russie, Cuba. C'est ce type de pays. Quand le fournisseur a répondu à l'ensemble de ces questions, un score donc, est calculé automatiquement. Et en fonction de ce score, mais également en fonction des questions qui ont été, des réponses qui ont été apportées aux questions, l'algorithme de décision décide soit donc de transmettre le questionnaire pour revue au sein de la direction en conformité, ou rend une évaluation automatique, une évaluation favorable automatique. Là, on a un score qui est assez faible, donc on peut croire que on aurait pu croire que ce fournisseur est une évaluation favorable automatique, mais nous avons mis en place dans le questionnaire des questions bloquantes qui entraînent automatiquement une revue par la conformité. Donc là, concrètement, ce questionnaire, lorsqu'il a été complété par le fournisseur, étant donné qu'il a répondu qu'il avait plus de 500 salariés, nous allons vérifier quelles sont les mesures qu'il a mis en place en termes de les dispositifs qu'il a mis en place pour lutter contre la corruption, et nous allons procéder à une analyse de ce questionnaire. Donc, quand il y a une revue conformité qui apparaît ici, il faut savoir que nous recevons automatiquement un mail pour nous dire que nous avons un questionnaire à évaluer. Donc, dès que nous recevons le mail, nous procédons à l'évaluation du fournisseur. Et dès que bien évidemment, ce fournisseur a déjà fait l'objet d'un screening, étant donné qu'il est celui-là, il est fort, il est dans notre base de données fournisseur sur NDD, et il a fait l'objet d'un screening. Et nous avons déjà, alors je vais revenir sur la page, le Risk Center. Donc là, ce fournisseur, pour l'instant, je n'ai pas procédé à son évaluation, mais au travers des réponses qu'il a apportées, le questionnaire de risque peut basculer en faible, ou il peut être maintenu en fort si les réponses qui ont été apportées ne sont pas satisfaisantes d'un point de vue éthique des affaires. Et alors, pour la partie criblage, nous avons intégré NDD à notre logiciel achat, donc au Risk Center, ce qui permet également d'avoir des alertes qui sont envoyées directement par NDD sur notre logiciel. Et en fonction de ces alertes, on peut décider si le risque est fort ou faible. Voilà à peu près notre vision sur le tiers fournisseur. Alors, juste pour détailler un peu, mais nous avons dans on va dire, comme projet d'étendre un peu cette vision du tiers fournisseur en évaluant maintenant le volet informatique, le volet sécurité informatique de ce fournisseur. Donc, à terme, il y aura ici une tuile sécurité informatique. Ça ne sera pas la direction conformité qui va former notre direction informatique. Donc après, on aura une évaluation sur ce fournisseur en fonction des questionnaires et des questionnaires, des réponses qui ont été apportées au questionnaire. Vous voulez que je vous présente la partie monitoring ? C'est très intéressant, Raphaël. La partie monitoring et gestion des faux positifs,
qui est une particularité de notre solution InDudy, vous l'avez mentionné. Elle est gérée de quelle manière? Elle est gérée en parallèle de tout ce workflow? Oui, effectivement, elle est gérée en parallèle. Tout se fait. Alors maintenant que nous allons intégrer InDudy dans notre logiciel achat, tout va se faire en même temps ou en parallèle. Ça dépend ça dépend de quand on intègre les fournisseurs. Mais l'objectif étant d'avoir vraiment en même temps une évaluation screening de ce fournisseur et une évaluation questionnaire si le fournisseur est qualifié de fort. Donc tout se fait en même temps. Il suffit que j'ai une alerte. Par exemple, si je rends une évaluation sur ce fournisseur, je la rends aujourd'hui. Je rends une évaluation en prenant en compte donc, les réponses qui ont été apportées au questionnaire, mais également les alertes que j'ai relevées aujourd'hui sur ce fournisseur. Donc si aujourd'hui je décide de rendre une évaluation favorable, je rends une évaluation favorable. Si dans une semaine, via le monitoring que j'effectue sur ce fournisseur, je m'aperçois qu'il a signé une CGIP, qu'il a une condamnation, automatiquement, j'aurai ici une alerte qui me sera remontée et je vais traiter donc cette alerte et si elle est avérée, je pourrai passer ce fournisseur en défavorable. Donc, je rends une évaluation à l'instant T, mais également l'évaluation, elle est sur ce fournisseur, elle vit. Donc, on ne sait jamais. Si, on peut savoir, mais c'est très. Demain, vous pouvez avoir un fournisseur qui ait une évaluation défavorable alors qu'il avait une évaluation favorable la veille. Merci en tout cas pour cet aperçu de votre processus. Aujourd'hui, on le voit bien chez les clients Altares, l'intégration des processus. Là, on parle de conformité, mais également les autres processus, que ce soit la partie risque financier, la partie ESG, de plus en plus être intégré dans les outils métiers. C'est un outil métier apparemment qui a été développé par Covea, c'est bien ça? Oui, alors j'ai oublié de faire la précision, excusez-moi, j'ai oublié de préciser que effectivement, nous avons développé en interne cet outil en faisant appel à un prestataire également externe, Evalua, qui nous a accompagnés. Mais on a décidé de faire des évolutions, on va dire, internes sur cet outil. Evalua qui, dans ses solutions, par défaut, intègre nos données. Alors, merci beaucoup, Raphaël. Ce que je vais prendre la main sur la partie partage d'écran. Voilà. Il y avait un dernier point qui était également le sujet de cette. Voilà, vous êtes ici. Hop, voilà. Qui était le sujet de ce webinaire. C'est sur les personnes physiques. Alors, vous avez deux métiers là, si j'ose dire, la partie assurance LCBFT. Là, c'est plutôt la partie Sapin 2 fournisseur. Ouais. Au niveau des personnes physiques, avez-vous fait des choix éditoriaux, si j'ose dire? Est-ce que vous avez fait des choix en termes sur les bénéficiaires effectifs, sur les dirigeants? Comment ça se passe? Alors, nous avons décidé d'opter déjà dans la manière dont on a paramétré l'outil InDudy, parce qu'on utilise donc InDudy pour cette surveillance des personnes physiques, mais en tant que dirigeant. Nous avons choisi donc d'opter pour un pourcentage, un seuil de détention de 25%, et on screen l'ensemble des dirigeants. Voilà. Alors, pour le moment, on a opté pour ce choix. Encore une fois, nous sommes dans l'optique d'apprendre encore en exerçant ce métier. Peut-être que demain, on décidera de pas faire un screening sur l'ensemble des dirigeants. Et bon, on s'est rendu compte que c'était assez c'était primordial, mais on peut amener à évoluer. Voilà. On a essayé également choisi d'exclure les PEP et les RCA qui sont inactifs depuis plus d'1 an. Oui. Voilà. À partir de ce moment-là, on les moniteur pas. Et puis c'est tout. Voilà. On est au travers du choix qu'on peut faire sur InDudy pour le paramétrage. Oui. Parfait. Écoutez, merci pour ces éclairages, Raphaël, pour cette démonstration. L'éclairage également sur tout votre processus qui a duré 2 ans. Alors, ce n'est pas forcément très long quand on voit tout ce qui a été fait
et l'intégration dans votre SRM, la réflexion en amont. Et j'ai bien senti également, lorsque vous évoquiez ça, l'explication de l'intérêt aux lignes métiers, aux lignes fournisseurs, c'est toujours une première étape parce que l'outil est important. Vous avez fait une très belle intégration. Encore faut-il que ce soit bien utilisé par vos lignes métiers. C'est souvent l'enjeu principal. Oui, effectivement. Ça, après, on travaille, on va dire, on travaille ensemble. Encore une fois, c'est encore de l'intérêt du groupe d'avoir, de pouvoir, on va dire, procéder à une évaluation d'intégrité de nos fournisseurs. Et donc, on est toujours en communication avec nos directions métiers. Parce qu'on apprend énormément d'elles. Hein. Si demain, on rend une évaluation défavorable sur un fournisseur et qu'il y a une résiliation sur ce fournisseur, cela peut avoir des impacts considérables pour la direction métier concernée. Et bien évidemment, nous prenons toujours en compte dans notre procédure le besoin que peut avoir cette direction métier pour ce fournisseur. Et nous avons mis en place des procédures d'escalade concernant les décisions que nous sommes amenés à prendre sur nos fournisseurs. Donc, lorsqu'on rend une évaluation défavorable sur un fournisseur, après avoir étudié l'ensemble de l'intégrité que ce fournisseur peut représenter, on en discute avec la direction métier et il existe toujours un moyen d'escalader notre décision parce que il faut toujours il faut avoir à l'idée que un fournisseur peut vraiment être incontournable, essentiel pour les directions métiers. Il faut avoir ça. Merci. Pardon, merci beaucoup Raphaël, merci encore pour cet échange. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite de ce webinaire. Voilà, bon, j'espère que vous avez pu apprécier l'échange avec Raphaël, qui est assez technique, assez complet. La vidéo, hein, on la mettra dans le lien de remerciement. Alors j'ai vu, il nous reste encore un tout petit peu de temps, j'ai vu qu'il y avait des petites questions, notamment de vous, Madame Julie, donc je vais essayer d'y répondre dans un second temps. Sonia également, hein, vous avez une question sur les bénéfices affectifs. Je vais vous répondre dans un second temps, parce que nous avons largement dépassé le temps imparti sur ce webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup, Julien, de ta présence et des éclaircissements. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous le dis, hein, vous allez recevoir le replay, le PDF, et on prend les questions avec peut-être Julien. Tu pourras également répondre à certaines. Et on va vous apporter tout ça. Merci à vous. Bonne journée et merci de votre présence. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous et à toutes.